Bienvenue dans ce journal. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie boucle le financement du réseau d'interconnexion haute tension entre ses États membres. Les détails dans ce journal avec Nabi Camara. À l'instar de leurs confrères du monde, les journalistes guinéens célèbrent la journée mondiale de la presse. Les femmes journalistes au centre de cette célébration sous le thème Hommes, femmes, partageons le micro. L'anglais, une langue convoitée sur le marché de l'emploi, son impact dans la vie socio-professionnelle. C'est dans cette édition avec Marie-Angélique Bangora. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. De nouvelles locomotives pour la compagnie des bauxites de Kindia. Les motrices ont été réceptionnées par les responsables de l'entreprise au port minier de Conakry. Ce nouveau matériel va renforcer les capacités de Rusal CBK pour le développement du gisement de bauxite. À noter qu'en 2013, Rusal CBK a produit plus de 3 millions de tonnes de bauxite. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. Ces deux locomotives viennent d'être achetées par Rusal CBK. Le jeu en vaut la chandelle. L'entreprise russe d'exploitation de la bauxite veut accroître les investissements dans le secteur en dépit d'un contexte difficile sur le marché mondial de l'avis des experts. Les nouvelles machines portent les locomotives du parc de Rusal CBK à 16. De quoi faciliter davantage le mouvement des trains transportant la bauxite de la mine de Débélé dans la préfecture de Kindia vers ce port minier de Conakry. Ça va être un ouf de soulagement pour la compagnie. En 2013, nous avons fait une production de 3 millions 400 000 tonnes de bauxite. Donc si deux nouvelles locomotives s'ajoutent à ce parc, naturellement nous sommes censés produire mieux et dans des conditions meilleures. Parce que lorsqu'on a un vieil équipement, on est obligé de fournir beaucoup d'efforts. Lorsque l'équipement est à l'état neuf, il suffit de l'entretenir et on est soulagé, on travaille à esprit reposé. Ces 5 dernières années, Rusal CBK a renforcé les investissements dans le développement des mines et dans l'équipement de ses usines. En 2011, 39 wagons et 3 locomotives ont été achetés, puis livrés depuis la Russie. En 2012 et 2013, la société a rééquipé le chemin de fer. Dans les jours à venir, de nouveaux camions sont attendus. Comme annoncé, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie se prépare pour la réalisation du réseau d'interconnexion haute tension entre ses États membres. Le financement vient d'être bouclé par ses partenaires techniques et financiers. C'était au cours d'une réunion à Conakry. Compte rendu Nabi Camara. Millions de dollars américains. C'est le coût global pour la construction du réseau d'interconnexion haute tension pour évacuer courant 2015 l'énergie de Caleta vers les États membres de l'OMVG. Pour la mobilisation de ce fonds, l'institution sous-régionale et ses partenaires techniques et financiers se sont retrouvés mardi à Conakry pour finaliser les différentes annonces de participation au financement de ce projet intégrateur. Pour effectivement répondre aux besoins des populations qui attendent l'électricité de Caleta en principe en mai 2013, il faut que les autres aménagements soient réalisés. L'aménagement de la ligne d'interconnexion qui fait 1677 km de long avec 15 postes de transformation et deux dispatchés, un à l'État et l'autre dispatché à Samanga. Et justement, en raison de l'impact social et économique sur la vie des populations des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, les partenaires techniques et financiers se sont engagés pour le financement de ce projet. Ce qui nous concerne, nos partenaires techniques et financiers, nous avons toujours exprimé l'intention de financer la composante interconnexion. La composante, en fait, va même au-delà. Le ministre guinéen en charge de l'énergie et de l'hydraulique garde l'espoir quant à la mise à disposition de ce fonds pour démarrer les travaux tant attendus par nos États. Nous avons eu des assurances de bouclage financier de cette ligne d'interconnexion. Et les travaux vont commencer dès que les équipes d'actualisation seront en place et que les bailleurs, même avant que les bailleurs approuvent par le conseil d'administration le fonds, les travaux vont commencer. Et nous sommes confiants que vers la fin de la mise en haut du barrage de Caleta, une partie de
cette électricité pourra être transportée par ce réseau interconnecté régional. Signalons que le barrage de Caleta, une fois fonctionnel, cédera 30% des productibles de la centrale aux 3 États membres de l'OMVG. Hommes, femmes, partageons le micro. C'est sous ce thème qu'a été commémorée la Journée mondiale de la presse. À l'occasion, notre rédaction a jeté un regard sur le mode de fonctionnement de certaines stations et les défis à relever dans le secteur. À la découverte d'une presse publique et privée en profonde mutation avec Habib Thiam et Sadou Bari. Suite, les titres de l'information. Ce 13 février marque la Journée mondiale de la radio. Plus accessible au public, le médium poursuit son ascension dans le paysage médiatique guinéen. À la radio d'État, les femmes sont au cœur de l'action. Aux côtés des hommes, elles font preuve d'engagement pour la profession. La radio est tenue à 80% par des femmes. Et le métier de technicien, de journaliste, c'est vraiment un métier noble quand c'est bien fait. Et aujourd'hui, nous venons vers la numérisation des équipements et c'est un sentiment de fierté. Nous, les femmes, aujourd'hui, nous évoluons sur tous les terrains. Il n'y a pas de sujet tabou pour les femmes. Elles exercent au même titre que les hommes, bien qu'il y a encore des défis à relever. Dernière vague dans le processus de libéralisation des ondes, les radios privées affichent de leur côté leur détermination à renforcer la jeune démocratie guinéenne. De nombreux progrès sont accomplis, mais pour ce confrère, le chemin est encore long et parsemé d'embûches. Les défis qu'il faut relever aujourd'hui quand on a une radio en Guinée, et précisément à Conakry, c'est d'abord celui de l'accès à l'énergie. Il y a parfois des problèmes d'accès à Internet, malgré l'existence de cette fibre optique qui est arrivée ces derniers temps. Dans cette foulée, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée se positionne comme la principale protectrice des journalistes dans l'exercice du métier. Mais son apport économique est encore moins visible en faveur de la presse guinéenne en manque de financement. Et puis, dans le cadre de ses premières prises de contact avec les médias privés de la place, le ministre de la Communication a l'honneur de convier les directeurs des organes de presse et leurs rédacteurs en chef à une rencontre qui aura lieu ce vendredi à 15h dans la salle de conférence du département. Cette rencontre, qui se veut un cadre d'échange convivial, sera l'occasion de débattre des questions relatives au fonctionnement de la presse privée dans notre pays. Le ministre de la Communication s'est compté sur la présence de tous les invités. Dans le même chapitre, comment amener les médias guinéens à se mettre au service de la paix et de la cohésion sociale? La question a réuni les journalistes des radios privées et communautaires. Le projet est de Search for Common Ground en collaboration avec Osiwa qui œuvre pour le renforcement des capacités des journalistes guinéens. Marie-Angélique. Durant 2 jours de formation, ces journalistes des radios privées et communautaires ont pu définir leur rôle pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Étant pour la plupart rédacteurs en chef des radios, des règles et principes pour la réussite de leur ligne éditoriale ont été définis. Avec ce que j'entends venant d'eux, que la plupart sont des rédacteurs en chef par défaut, qui n'ont pas été préparés à assumer ces fonctions et qu'ils apprennent dans le désordre. L'objectif, c'est de les amener à harmoniser les gestes professionnels pour que les journalistes soient mieux encadrés, pour faire les journaux, pour faire les reportages, en tenant compte des formats précis demandés, en tenant compte des règles d'éthique, en tenant compte des règles d'écriture. Le choix d'un programme convenable d'une radio pour son public émane des obligations morales du journaliste, reconnaissent-ils. Une situation qui les interpelle afin qu'ils œuvrent de manière professionnelle dans l'espoir de réussir le pari. On a compris que ici, les médias privés, on avoue pas mal qu'on n'applique pas les quarts de pourcent des tâches que doit jouer effectivement un rédacteur en chef. Je compte mobiliser encore mes journalistes et en même temps mobiliser la direction et proposer des solutions, proposer en tout cas un canevas, un plan d'action pour ma rédaction. Avec l'acquisition du statut digne du professionnel des médias, les agents comptent s'associer avec Search for Common Ground pour réussir ce projet.
En plus bref, dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry, l'Office guinéen de publicité lance à partir de ce samedi 15 février 2014 une campagne de nettoyage des parcelles et des espaces publicitaires. À cette occasion, l'OGP invite tous les organisateurs d'événements et les afficheurs au respect des normes publicitaires pour l'image de marque de notre capitale. Fin des travaux de la relance du projet de la compagnie Hermano à Freetown. Les experts ont produit un document axé sur les moyens techniques et financiers indispensables pour le démarrage de cette compagnie aérienne. Il revient au secrétaire général de l'Union de soumettre ses recommandations aux chefs d'État membres afin d'accélérer la mise en œuvre de ce projet. Isidore Nanamo et Fodenia Gassola sont nos envoyés spéciaux. À Freetown, la réunion des experts sur la relance de la compagnie Hermano a abouti à de grandes résolutions. Tout le monde est convenu que l'approche de 1989 est caduque, donc ce ne sont plus les États qui participent à la constitution du capital de la compagnie, mais ce sont des entités responsables de la gestion des aéroports et de la région d'information de vol, la FIR de Roversi. Le représentant de la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano a salué les efforts des experts avant de s'engager à transmettre les recommandations aux autorités de la Mano River Union. Donc nous devons saluer cette idée de nos chefs d'État, c'est de leur conception, c'est une idée qui vient d'eux. Il faut que donc cette partie de l'Afrique de l'Ouest soit liée les unes aux autres, les capitales d'abord et ensuite voir dans quelle mesure nous pouvons étendre ce développement aux autres villes de l'Afrique entière. Les experts et le consultant canadien chargé d'étudier la faisabilité du projet sont optimistes. Nous pensons que l'Afrique de l'Ouest est un continent qui s'étend et je crois que cette partie de l'Afrique de l'Ouest doit s'intégrer dans le reste de l'Afrique et de se conformer au développement international de l'industrie, en liaison avec l'Europe, les Amériques et tous les pays donc, du reste du monde. Je pense que nous pouvons réaliser ce projet. Au dit des experts, si les idées s'accordent autour de l'étude de faisabilité, la liaison aérienne des capitales de l'Union du fleuve Mano par une compagnie dénommée Hermano sera pour très bientôt. Fin des activités de la première phase du programme sectoriel de l'éducation. À la faveur d'une revue annuelle, les départements concernés par le PSE ont fait le point des réalisations du programme avant de projeter les bases de la seconde phase de l'initiative. Ce nouveau volet durera 3 ans et portera sur la formation des enseignants et la construction des salles de classe. Amadou Touré nous signe ce reportage. Le programme sectoriel de l'éducation PSE est une initiative du gouvernement guinéen et des partenaires techniques et financiers évoluant dans le secteur de l'éducation. Un programme qui a été lancé en 2008 et qui s'est fixé pour défi la scolarisation universelle des enfants en âge d'aller à l'école, l'amélioration de l'accès et la réduction de la disparité entre filles et garçons en milieu scolaire. Nous sommes en train de passer en revue les résultats atteints et les comparer aux objectifs qui étaient initialement attribués au programme, évaluer les gaps et tirer les leçons de ce programme. On sent que les indicateurs s'améliorent depuis 2012 et nous souhaitons qu'avec le nouveau programme sectoriel éducation, ce mouvement, ce frémissement qu'on a observé puisse se poursuivre de façon que l'on s'approche davantage de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. 6 ans depuis la mise en place de l'initiative, les autorités des départements concernés se disent satisfaits des résultats obtenus, même si sur le terrain, plusieurs défis restent visibles dans le secteur de l'éducation. C'est vrai que nous n'avons pas pu atteindre, comme on le dit, les objectifs du millénaire pour 2015. Ce n'est pas très évident que nous ayons la scolarisation à 100%. Nous sommes en train de faire un bond pour la simple raison que au niveau du taux d'achèvement, nous sommes en train d'aller à près de 60% déjà à l'élémentaire, ce qui est extrêmement important. Sinon, la vision était de 80%. L'un des points importants sur lesquels nous allons nous appuyer, c'est faire en sorte qu'il y ait une scolarisation universelle jusqu'au niveau de la 10e. 3000 salles de classe ont été réalisées depuis la mise en place du programme. Le taux de scolarisation a connu une hausse de 59% moins dans le pays entre 2012 et 2013. Cependant, de fortes disparités restent observables entre filles et garçons dans les écoles rurales du pays et un taux d'achèvement du cycle primaire très faible pour les jeunes filles en milieu rural.
La langue anglaise est un atout majeur dans le monde des affaires. En Guinée, nombreux sont les diplômés qui rencontrent d'énormes difficultés sur le marché de l'emploi et pour cause la non-maîtrise de cette langue. L'impact de la langue anglaise, c'est dans ce reportage de Marie-Angélique Bangora. Do you speak English? Parlez-vous anglais? C'est sur ce ton que vous accueillent les entreprises et institutions privées en Guinée. Oubliant ce côté francophone guinéen, ces entreprises s'accentuent sans répit sur le fait que la langue anglaise est très présente dans leurs activités, d'où le besoin d'un personnel bilingue, comme souvent mentionné dans les journaux d'offres d'emploi. Notre pays a été colonisé par la France. Il faut que toujours qu'on accepte de donner la force à le français, parce que c'est ça que nos grands-pères ont étudié, c'est ça que nos papas ont étudié, c'est ça qui se parle, c'est ça qui est la langue de notre pays. C'est ça, avec ça qu'on parle dans les bureaux, c'est avec ça qu'on parle au travail. Si quelqu'un quitte seulement, il envoie son enfant à Ghana, il étudie là-bas anglais, français. S'il vient, lui va avoir le travail. Celui qui a étudié français ne peut pas avoir le travail. Et c'est très grave dans un pays. Mais pour un pays francophone comme la Guinée, la jeunesse n'ayant pas reçu cette formation de la langue anglaise, ce critère n'est rien qu'un fil à retordre. C'est un gros paradoxe parce que l'administration, tout le monde parle français et les expatriés qui viennent pour travailler, ils parlent en français généralement avec les travailleurs locaux. Alors ça devient compliqué qu'on demande à des étudiants qui ont étudié dans un pays francophone de parler l'anglais dans l'administration. À partir du secondaire, l'enseignement de la langue anglaise est embrassé en Guinée. Ainsi, enseignants et étudiants dans leur complicité s'engagent à relever ce défi, celui de maîtriser cette langue indispensable de travail du XXIe siècle. L'anglais est de nos jours l'une des langues les plus parlées au monde. Donc, comme nous le disons dans notre jargon, c'est la langue du business. Okay? Donc, moi, je leur dis ici que là, c'est devenu, disons, un outil incontournable pour le développement de nos différents secteurs. Et nous avons fait assez de choses, nous avons fait assez de travail aujourd'hui. Nos étudiants, la plupart de nos étudiants, après les 4 ans, sont capables de parler la langue anglaise. Pas seulement la langue anglaise, mais ils sont capables de faire des applications économiques et informatiques pour qu'ils puissent servir des entreprises qui ont besoin d'eux dans ces secteurs. Des milliers d'étudiants s'ajoutent chaque année à la longue liste des jeunes diplômés guinéens au chômage. Cela à cause du manque d'expérience ou de la non-maîtrise de la langue anglaise. Un véritable obstacle qui freine l'employabilité de la jeunesse d'aujourd'hui. Parlons de l'introduction des cours d'anglais dans les établissements scolaires. Élèves et encadreurs accueillent avec enthousiasme cette option dans le système éducatif. Dans les écoles où est passé notre reporter Abdul Aziz Baldé, l'engouement est de taille. À quelques mois du coup d'envoi des examens nationaux en Guinée, responsables d'école et élèves mettent les bouchées doubles pour être prêts à affronter les épreuves au mois de juin prochain. Ici à Kindia, dans les établissements publics et privés, on espère finir les programmes à temps afin d'être au rendez-vous. On prépare bien le bac parce qu'on a les cours de révision après les cours de classe à 14h, on revient à 16h pour réviser. C'est qu'à Kindia ici on bosse. Dès à l'ouverture, les élèves vont commencer les révisions au sérieux. Et quand on révise, on pourra réussir. Quiconque travaille réussira. Avec l'introduction des cours d'anglais à partir du secondaire par le département de l'enseignement préuniversitaire, les élèves de la cité de Manga Kindi trouvent leur intérêt quant à la réalité sur le marché de l'emploi. L'anglais est bienvenu à Kinda. Quant à moi et mes collègues, le professeur ne manque pas, ça peut bien à l'école. On aime très bien, Ils aiment aussi parler l'anglais très bien. Partout dans les écoles de Kindia, l'engouement est de taille, les choses avancent et le délai s'approche. Toujours dans l'actualité de chez nous, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et la modernisation de l'administration met au jour les priorités de son département. Seko Kourouma a reçu successivement l'ambassadeur de la Chine en Guinée et celui des États-Unis d'Amérique. Au menu des échanges, l'appui des deux pays dans le cadre du renforcement des capacités humaines afin de donner de l'énergie à la réforme. Baba Kouyaté. Après la mise en place du gouvernement de mission, le nouveau locataire de la fonction publique s'engage à améliorer la gouvernance administrative. Pour y arriver, le ministre Kourouma échange avec l'ambassadeur de la Chine en Guinée pour lui présenter ses priorités. La priorité du département, c'est la priorité gouvernementale. Il s'agit de la mise en œuvre du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration. Nous allons monter des projets
n'est-ce pas, qu'on va leur soumettre et qu'ils vont accepter certainement de financer. On peut collaborer dans ce domaine. Par exemple, on peut échanger des visites des écoles nationales d'administration, c'est-à-dire en visite dans votre pays. On peut inviter, c'est-à-dire les responsables de l'ENA de votre pays en Chine. Surtout dans le domaine de formation, on peut le faire aussi. La maîtrise des effectifs et la masse salariale des fonctionnaires font partie des préoccupations du ministre Kourouma. Avec l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, ils ont parlé du renforcement des capacités pour une administration performante au service des citoyens. Pour tous les grands plans stratégiques, pour toutes les grandes visions pour l'avenir de Guinée, il faut avoir une fonction publique qui fonctionne bien, qui serve le peuple guinéen. Il représente l'intérêt du peuple et je pense nous partageons cette vision et nous partageons ce sentiment d'urgence. Dans les jours à venir, des plans d'action vont être présentés aux partenaires bi- et multilatéraux en vue de leur financement. La ministre de l'Environnement a conféré avec une délégation de l'USAID. L'entretien a porté sur un projet sous-régional de protection de ressources forestières. Alia Kamara. L'USAID poursuit l'exécution du programme Stewart, un programme lancé en 2007. Il consiste en la gestion des ressources forestières transfrontalières dans l'espace de la Mano River Union. L'institution est venue expliquer à la ministre les dispositions prises jusque-là pour le respect du Code de l'environnement ainsi que les mesures d'accompagnement en faveur des riverains des différentes forêts classées. La politique de cogestion mise en place par l'USAID exige des communautés rurales qu'elles abandonnent l'exploitation de ces forêts, mais suivant des compensations à travers des activités génératrices de revenus. La ministre Ndiaye a une main tendue vers les partenaires et explique que la qualification des gardes forestiers peut faciliter l'exécution des grands projets environnementaux. Les gardes forestiers, c'est vrai, ils ont reçu une formation de base, mais maintenant, il faut que ces gens-là soient formés en tenant compte des réalités du terrain. Nous comptons sur l'apport des bailleurs de fonds, des opérateurs économiques, et il y a des individus qui sont en Guinée et même ailleurs qui sont prêts à nous accompagner pour la protection de l'environnement. Une rencontre est prévue lundi prochain entre experts de l'USAID et cadres du ministère de l'Environnement avec pour objectif d'approfondir les réflexions sur ce programme sous-régional. L'ONG Sortis Guinée vient de souffler ses 10 ans d'existence. Elle a célébré cette date en organisant des journées scientifiques sur le VIH-Sida. C'était à l'hôpital Donka. Reportage Tchernomaroufba Moussa Bangora. La lutte contre le VIH-Sida est au cœur des préoccupations du gouvernement et de ses partenaires. Une préoccupation partagée par l'ONG Sortis Guinée, présente sur le terrain depuis 2008. Cette association médicale intervient dans l'accompagnement des populations touchées par le VIH-Sida et des professionnels de la santé. Depuis 5 ans en Guinée, Sortis intervient à la fois au niveau général auprès des acteurs politiques qui sont impliqués dans la lutte contre le sida pour les aider pour les appuyer dans la demande de subventions au Fonds mondial par exemple, la gestion des subventions, sur la préparation de protocoles nationaux ou de guides normatifs. Pour célébrer ces 10 ans d'intervention dans la prévention du VIH-Sida et la prise en charge des malades, des journées scientifiques ont été organisées à cette occasion. La lutte contre le sida est multisectorielle. Ça veut dire que nous avons besoin de partenariats de tous bords. Et c'est dans le cadre de ce partenariat, effectivement, que la Guinée a négocié l'arrivée de l'ONG Sortis en Guinée. C'est surtout nous accompagner en ce qui concerne la prise en charge médicale de nos patients. L'objectif principal de Sortis est de renforcer le système de santé des pays où elle intervient pour leur permettre d'offrir une prise en charge médicale de qualité. Depuis son installation en Guinée, 7 nouveaux centres sont opérationnels dans la région administrative de Bouké et de Conakry. Un détour à l'intérieur du pays dans le cadre de l'accompagnement des communautés à la base. Le Crédit rural vient de doter la préfecture de Guékédou d'une banque de proximité, une caisse qui vient résoudre le manque de structures bancaires dans la préfecture. Ibrahima Keita.
Après la mise à disposition par le chef de l'État des milliards de francs aux femmes guinéennes, l'impact se fait sentir au niveau de certains bénéficiaires. C'est pourquoi ici à Guéguédou, certains projets financiers sont confrontés au manque de lieux sûrs pour sauvegarder les avoirs. La question vient d'être résolue par le Crédit Rural de Guinée à travers la construction de cette nouvelle caisse. Vous conviendrez avec moi que cet édifice participera à coup sûr à l'accélération du développement socio-économique, mais aussi et surtout à l'amélioration de la physionomie et du cadre de vie de la ville de Guéguédou. Une ville qui se modernise et qui manque de structures bancaires, et les responsables du Crédit Rural rassurent. Pour réitérer l'engagement total du Crédit Rural à servir les populations guinéennes, à travers les différents produits et services mis en place pour le bien-être des populations. Des populations qui apprécient ce geste car il vient résoudre un problème qui n'a que trop duré, le manque de banques de proximité. Et pour finir, MTN Guinée vient de publier les numéros gagnants de ses abonnés par région, plus la ville de Conakry. C'était à l'issue d'un tirage où 5 véhicules seront remis ce vendredi aux heureux gagnants. Abdul Aziz Baldé signe ce public reportage. Les 4 régions naturelles de la Guinée, plus la ville de Conakry, étaient en compétition pour être parmi les gagnants du MTN. Après un tirage transparent selon la Lonagui, 5 fidèles abonnés de la société ont chacun gagné une voiture Nissan Qashqai dont le coût s'élève à $26 000 américains pour chaque véhicule. Qu'est-ce qu'il fallait pour gagner? Il fallait consommer au moins 10 000 francs par semaine. Consommer au moins 10 000 francs par semaine. Ça fait 40 000 francs par mois. Alors, quand on consomme 40 000 francs par mois, pendant les 3 mois de la promo, on est éligible. C'est au moins. Donc, ceux qui ont rechargé au-delà de 40 000 francs par mois, donc 2 fois 40 000 francs, sont apparus 2 fois dans la corbeille du tirage. Donc, ceux qui ont consommé plus, en plus de gagner ce soir, ils ont plus de chances de gagner ce soir. Pour la région de la Moyenne Guinée, nous avons le 664 35 96 67. Pour la région de la Haute-Guinée, nous avons le 669 34 92 17. Pour la région de la Guinée forestière, nous avons le 666 12 16 44. Pour la région de la Basse-Guinée, nous avons le 662 20 92 46. Et enfin, pour la région de Conakry, nous avons le 666 48 53 97. Pour ce premier tirage de l'année 2014, MTN Guinée offre 3 types de prix, dont entre autres 1 million de crédits pendant 90 jours, 20 motos à page 180 pour les points de vente et ces 5 Nissan Qashqai aux heureux récipiendaires le 14 février 2014. Et puis cette brève, le président de la République était ce matin à Kindia. Professeur Alpha Condé a présidé la fin de 5 semaines de formation d'élite d'une compagnie des forces africaines en attente. La formation est assurée par l'armée américaine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. Bonsoir et passez une agréable soirée en notre compagnie.